Dans les plaines infinies du Dakota, en 1831, naît un enfant qui portera le poids d'un peuple. Fils du guerrier Jumping Bull et de Her Holy Door, on l'appelle d'abord Jumping Badger, le blaireau bondissant. Mais bientôt, ses exploits lui donneront un nom qui marquera l'histoire. Sitting Bull. À 14 ans, il participe à son premier combat contre les Crows. Son courage impressionne tant que son père lui transmet son propre nom, Tatanka Iyotake, Sitting Bull. Guerrier, chasseur, mais aussi chanteur et peintre sacré, il s'impose très vite comme plus qu'un combattant, un guide spirituel. Sitting Bull comprend avant les autres que l'ennemi n'est pas une tribu voisine, mais l'expansion américaine. Quand les Blancs réclament les terres sacrées des Black Hills, il refuse. Il dit « Vous ne pouvez pas vendre la terre sur laquelle repose le peuple ». Sa parole rallie Sioux, Cheyenne et Arapaho. En 1876, lors d'une danse du soleil, Sitting Bull prit sans eau ni nourriture, jusqu'au sang. On rapporte qu'il a alors une vision, des soldats blancs tombant du ciel comme des sauterelles. Quelques semaines plus tard, sa prophétie semble se réaliser. Car Sitting Bull n'est pas seulement un chef, il est le ciment d'une coalition inédite. Pour un temps, il réussit à dépasser les haines anciennes. Autour de lui, les Sioux s'unissent. Hunkpapa, Oglala, Miniconjou, mais aussi des Cheyennes et des Arapaho. Tous se rassemblent dans un camp gigantesque de 7000 âmes. Mais cette union n'est pas totale. Les Crows, ennemis de toujours, choisissent d'aider les Américains. Les Pawnees, eux aussi, restent aux côtés de l'armée. Malgré ces divisions, Sitting Bull parvient à lever la plus grande coalition indienne de son temps. Et contrairement aux clichés, ces guerriers n'étaient pas armés seulement d'arcs et de lances. Beaucoup portaient encore l'arc, le tomahawk ou la lance, mais d'autres brandissaient des fusils modernes, comme les Winchester ou les Henry Rifles, obtenus auprès de trafiquants ou pris aux soldats américains. Face au Springfield à un seul coup des cavaliers de Custer, les Sioux disposaient parfois d'une cadence de tir bien supérieure. Cette combinaison de tradition et de modernité allait jouer un rôle décisif. Ainsi, quand le 7e de cavalerie attaque le camp indien, la vision de Sitting Bull devient réalité. Dans la poussière de Little Bighorn, les soldats tombent les uns après les autres. Encerclés, submergés par des milliers de guerriers, ils sont écrasés. La victoire est totale. Le général Custer et plus de 200 de ses hommes gisent au sol. Jamais les États-Unis n'avaient subi une telle défaite face aux nations indiennes. Mais cette victoire rappelle la vengeance. L'armée américaine lance une traque implacable. Pour protéger son peuple, Sitting Bull part en exil au Canada avec près de 2000 Sioux. Là, il espère retrouver la paix, et surtout les grands troupeaux de bisons. Mais le massacre organisé a traversé la frontière. Les bisons ont presque disparu. Sans viande, sans peau, sans vie nomade, la famine s'installe. Les autorités canadiennes, prudentes, refusent de nourrir durablement les réfugiés Sioux. Les enfants souffrent, les anciens meurent de faim. En 1881, après 4 années d'exil, Sitting Bull prend une décision déchirante. Il revient aux États-Unis et se rend. Pas par faiblesse, mais parce que son peuple ne peut plus survivre. Dans les réserves, les Sioux dépendent désormais des rations distribuées par le gouvernement. Leur liberté est brisée, mais Sitting Bull leur répète « Gardez votre fierté, restez des Sioux ». En 1885, Sitting Bull accepte de rejoindre le Wild West Show de Buffalo Bill. Pour la première fois, le vieux chef découvre les grandes villes de l'Est, New York, Philadelphie, Chicago. Devant des foules immenses, il défile à cheval comme une légende vivante. Mais le public américain ne l'accueille pas toujours en héros. Certains l'acclament, d'autres le sifflent et le huent. Pour eux, Sitting Bull reste celui qui a humilié l'armée américaine à Little Bighorn. Il aurait répondu avec ironie « Je suis le plus grand sauvage que vous ayez jamais vu ».
Payer 50 $ par semaine, une véritable fortune pour l'époque, l'équivalent d'environ 150 $ aujourd'hui, Sitting Bull ne garde presque rien. On rapporte qu'il distribuait son argent aux enfants pauvres, qu'ils soient sioux, blancs ou noirs. Ce geste généreux, admiré par certains, agaçait d'autres spectateurs, incapables de comprendre que ce vaincu gardait son honneur intact. Durant ce voyage, il aurait aussi reçu une invitation pour rencontrer le président Chester A. Arthur. On raconte qu'il refusa, déclarant « Je n'ai aucune raison de serrer la main de l'homme qui a volé les terres de mon peuple. » Qu'il ait prononcé ou non ces mots, le symbole reste le même. Sitting Bull n'a jamais plié. Pour contrôler les réserves, le gouvernement crée une police indienne, des Sioux recrutés pour faire appliquer ses ordres. Payés en salaires et en rations, ils devaient interdire les cérémonies, surveiller leur propre peuple, et parfois arrêter leur propre chef. Diviser pour régner, telle était la stratégie. En 1889, un nouveau mouvement spirituel se répand, la danse des esprits. Les Amérindiens croient qu'en dansant en cercle, les bisons reviendront et la domination des Blancs prendra fin. Certains portent des chemises fantômes censées les protéger des balles. Pour Washington, c'est une menace. À Standing Rock, Sitting Bull est accusé d'encourager le mouvement, même s'il restait prudent et sceptique. Le 15 décembre 1890, à l'aube, 40 policiers indiens encerclent son camp. Des Sioux, contraints d'obéir au gouvernement américain. Ils tentent de l'emmener, mais ses partisans s'interposent. La tension monte, une fusillade éclate. Dans la confusion, Sitting Bull est tué, ainsi que son fils adoptif, Crowfoot. C'était la tragédie ultime. Un peuple brisé, contraint de s'entretuer sous la domination américaine. Ses filles survivent, et sa lignée existe encore aujourd'hui. Ses arrière-petits-enfants, comme Ernie Lapointe, vivent à Standing Rock et défendent la mémoire de leurs ancêtres. Sitting Bull n'était pas seulement un guerrier. Il était un visionnaire, un père, un guide. Son refus de céder les terres, son refus de plier, son refus même de serrer la main du président, font de lui une légende. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme une flamme de résistance, de dignité et de fierté. Il reste debout, immobile, comme son nom le dit, Sitting Bull. Si cette histoire vous a appris quelque chose, si elle vous a touché, alors likez, commentez et surtout abonnez-vous. D'autres vérités oubliées vous attendent.